ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Aujourd'hui, je reçois Maëlyn Dovan. Salut. Salut Maëlyn. Elle nous vient du Canada. Vous la connaissez peut-être sous son label Rehab You. Sur les réseaux, on te retrouve sur May Rehab You, sur Instagram notamment, mais aussi sur YouTube. Très active, c'est une thérapeute du sport qui est très branchée perf, très branchée entraînement. Donc elle fait un peu le lien entre tout ça. Merci de venir nous voir d'aussi loin, c'est super cool, je suis content de t'avoir. Ça fait plaisir, merci de m'accueillir, je suis contente d'être là. Ça fait un petit moment que je la suis, je vous engage à faire pareil, donc évidemment très branché sur la réathlée et sur le trait d'union entre le préparateur physique et les thérapeutes, kiné, ostéo, et toutes leurs déclinaisons outre-Atlantique, puisqu'on sait qu'on n'a pas tout à fait les mêmes termes et du coup les mêmes cadres de pratique, mais en tout cas, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un vrai apport, un vrai lien, un vrai échange entre les professions qui parfois ne se fait pas de manière hyper fluide, c'est un peu dommage. Et du coup, on va parler de ça dans une série d'épisodes. Super. Oui, tout à fait. Moi, honnêtement, quand j'ai développé mes formations, je voulais vraiment viser autant les coachs, préparateurs physiques, entraîneurs, que les thérapeutes de toutes sortes. Donc, kiné, au Canada, c'est les physios, autant chiro, massothérapeute, tous les types de thérapeutes, afin qu'il y ait une meilleure collaboration. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a peut-être un peu un manque de confiance. Les thérapeutes veulent beaucoup être owner de la réadaptation, alors que, au contraire, les préparateurs physiques, les coachs, les entraîneurs ont beaucoup à apporter à un processus de réadaptation. Chacun, évidemment, dans son rôle, chacun dans son champ de pratique. Mais sache que moi, en tant que thérapeute du sport au Canada, j'ai déjà abandonné ma pratique hands-on. Donc, j'ai laissé de côté ma pratique de thérapie manuelle et j'ai évolué qu'en salle de sport à faire de la réadaptation, de la réathlétisation, en prenant mes concepts cliniques et en les appliquant à l'entraînement. Donc, c'était vraiment important pour moi de connecter ces deux domaines-là et d'assurer une meilleure collaboration et partage de compétences et de spécialisation. Alors, tu sais qu'ici, on a effectivement ce thème, ce nom que tu as cité, la réathlétisation, qui est consacré, qui a fait vraiment école en France depuis une grosse quinzaine d'années maintenant. Moi, j'ai un master en réathlétisation d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un trait d'union que je n'avais pas du tout en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si tu sais, mais j'ai vécu plusieurs années. Je fais toute une Olympiade en Grande-Bretagne. Et où il n'y avait pas du tout cet aspect-là. Donc c'était beaucoup plus coupé que chez nous. Moi, j'avais tout de suite ouvert le truc. J'avais eu l'opportunité de créer le centre d'entraînement. Donc on avait mis l'étape de pilates, l'étape de massage. Bon, évidemment, il y a un peu d'intimité des fois qui est nécessaire pour le kiné. Bon, ça, c'est autre chose. En tout cas, pour tout ce qui était pratique quotidienne d'interaction, j'avais mis tout le monde au même endroit. Et donc, les kinés et les préparateurs physiques travaillaient tous ensemble, ce qui permettait de surmonter ça. Mais en France, on a effectivement cette réathlétisation qui est un concept qui, du coup, est censé rassembler et au final divise un peu plus qu'il ne rassemble aujourd'hui encore. C'est un jeune concept parce que à qui ça appartient ça? Au kiné, au préparateur physique et ça se bat un petit peu. À plus forte raison que les deux univers font fantasmer l'un et l'autre. C'est-à-dire que le kiné souvent il a envie de devenir un peu prépa physique parce que c'est cool, c'est là qu'il y a la perf, c'est là qu'on fait les barres, etc. Puis à l'inverse, le prépa physique, il aime bien accompagner, prendre soin, comprendre. Et puis finalement rééduquer un peu. Et c'est là que les plates-bandes se mélangent un petit peu sur la réathlée. Au lieu de travailler main dans la main, ça fait un peu le garde-clocher idiote. Exact. Et pourquoi, et je me dis toujours, pourquoi ça doit appartenir à quelqu'un plutôt qu'à être multidisciplinaire? Ça appartient au client. La réadaptation. Et ça, c'est un autre écart qu'il y a. Donc, il y a cet écart-là de vouloir séparer la rehab et l'entraînement au lieu de vouloir plutôt les
intégrer ensemble. Puis l'autre écart, c'est à l'intérieur de ça, on oublie un peu le client. La réelle réadaptation, Carol Lewitt, qui était un neurologue tchèque, avait dit la réadaptation, c'est de montrer au patient ce qu'il peut faire pour lui-même. Et vouloir faire que le côté thérapie manuelle, que la partie très, très, très rehab, et oublier qu'il faut donner une structure que le patient, avec laquelle le patient peut devenir plus autonome, c'est d'autant plus important que, sans dire que la thérapie manuelle n'est pas importante, c'est sûr que c'est une partie importante. Ça fait partie des fourches codines nécessaires. Exactement, ça fait partie de la chose. Par contre, on veut donner une certaine autonomie au client, on veut lui donner des outils qu'il peut utiliser, et quoi de mieux que de bâtir une structure qui ressemble à un programme d'entraînement, mais qui est un programme d'entraînement qui est en fait un programme de rehab. Et éventuellement... Ce que tu dis, c'est, excuse-moi du coup de te couper un petit peu, mais j'aime bien reformuler au fil de l'eau nos échanges, c'est que finalement, on a un rôle d'éducation qui est important. Tout à fait. Amener l'athlète vers le client, d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas que de sportifs de haut niveau, vers l'autonomie, en fait. Parce que c'est l'inverse de ce qui est un peu cultivé par les deux corporations. C'est-à-dire que chacun essaye de faire en sorte d'être indispensable pour le process, alors qu'il faut faire exactement l'inverse. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Ouais. Il faut amener les gens à être aux commandes de ce qu'ils font, de savoir pourquoi ils le font, de pouvoir le faire seul. Je me rappelle quand j'ai été rééduqué des premières blessures quand j'étais cadet, le kiné, tout se passait chez le kiné, uniquement chez le kiné, et il n'y avait pas de devoir en dehors, il n'y avait pas de compréhension de ce que je faisais ni rien. Ça a quand même énormément évolué. Aujourd'hui, les kinés expliquent de plus en plus, hein, en tout cas chez nous, c'est comme ça. Mais on sent qu'on pourrait encore aller plus loin dans l'éducation, et notamment sur cette phase de transition. Ouais. En fait, c'est ce que les études démontrent, c'est que c'est l'approche multimodalité qui donne les meilleurs résultats. C'est-à-dire, oui, la thérapie manuelle et les exercices, et par exercice, moi, j'entends un programme structuré de rehab et non pas juste des exercices thérapeutiques. Tu as sûrement déjà vu mes rants là-dessus. Et l'éducation. Donc, oui, c'est important. Et par éducation, évidemment, c'est éducation auprès du patient ou du client, éducation, donc communication entre les différents intervenants, évidemment aussi. Donc, quand j'enseigne à des coachs, préparateurs physiques, etc., je leur explique, c'est important pour vous d'aller chercher la compréhension de la blessure, des éléments cliniques de la blessure, parce qu'après, ça vous permet de vous, dans votre champ de spécialisation, qui est l'entraînement, comprendre qu'est-ce que je peux modifier, changer à l'entraînement pour contribuer au processus de réadaptation. Parce qu'en fait, en rehab, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à améliorer, on cherche à créer une adaptation, on cherche à améliorer la tolérance d'une structure blessée, d'un tissu blessé. C'est la même chose qu'on fait en entraînement. C'est juste que le point de départ est un peu différent parce que là, on parle d'un tissu qui n'est pas sain, mais on parle d'un tissu qui est blessé, on parle de quelqu'un qui a de la douleur, et ça a des impacts aussi. Et que la performance, du coup, finale, la cible finale n'est pas la même. Exact, voilà. Exact. Mais finalement, c'est la même philosophie de travail. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que ça me surprend qu'on voit tellement la rehab dans un track. Bon, parfois, j'utilise des anglicismes, qui est complètement à côté de l'entraînement. C'est complètement à part. Et oui, ça change beaucoup, comme tu l'as dit tantôt. Ça change beaucoup ici, ça change beaucoup au Canada encore, mais encore là. Et je ne sais pas si tu vois la même chose de ton côté, mais j'en vois encore souvent. J'ai souvent beaucoup d'histoires de clients qui arrivent, puis ça a été quoi? Malheureusement, leur cheminement typique, classique en rehab, ils se sont blessés, sont allés en clinique, ils reçoivent la thérapie manuelle, on leur donne peut-être quelques petits exercices thérapeutiques qui sont utiles, oui, mais de très basse intensité, et on leur dit d'arrêter de faire X, Y, Z, ou fais rien qui t'occasionne de la douleur. Alors que si tu travailles avec un client qui a une pathologie au niveau de la coiffe des rotateurs, tout fait mal. Oui. Donc, ils vont arrêter de bouger. Ouais. Et là, la tolérance est encore plus diminuée. Il faut distinguer la douleur de l'inflammation. Exact. Et donc, ils sont très loin de leur seuil de performance et on les maintient très, très loin de leur seuil de performance
que ce soit des activités quotidiennes, leur performance, ou de l'entraînement récréatif ou de l'entraînement élite. Je pense que l'objectif d'avoir une rehab structurée, c'est de garder les gens le plus près possible du seuil de performance pour éviter le deconditioning. Et c'est pour ça qu'on appelle ça au Canada, c'est du reconditioning, réathlétisation. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. On n'a pas tant progressé, effectivement. Tu me poses la question sur ce qui se passe ici. Il y a quelques jours, je discutais avec un collègue qui vient du golf, Guillaume Chaubron, s'il nous regarde. Voilà, il vient du golf et des sports plutôt nautiques. Un très bon préparateur physique qui, par ailleurs, a des grosses connaissances sur la réhabilitation et la réathlétisation. Et il tombait d'un toit. Il s'est brisé le bras de manière assez spectaculaire. Et donc, il me témoignait exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que bon, il passe dans les mains, évidemment, des médecins du corps médical. Et le chir lui dit, bon, si dans 3 mois, tu arrives à faire ça, déjà, c'est bien. Et tout ce qui fait mal, tu restes loin, tu n'avances pas, etc. Sauf que quand on a quelqu'un qui est déjà formé, qui a déjà l'autonomie, c'est comme si toi, demain, tu te blesses. Évidemment, tu ne vas pas faire ce que monsieur tout le monde ne sait pas faire. Tu vas faire tout ce que toi, tu sais faire. Ouais. Et d'un seul coup, tu vas te constituer des exercices, peut-être créer presque du matériel, découper un bout d'élastique qui est adapté exactement au mouvement que tu dois faire. Et là, en l'occurrence, lui, il avait besoin d'activer énormément ses doigts. Donc, il s'est créé sa propre attelle, ses propres exercices. Et il faisait 100 fois plus que n'importe qui. Et donc, une semaine après, il avait explosé le record qui était fixé à 3 mois. Et le ratio, il est là, en fait. T'imagines ? Une semaine versus 3 mois. Et probablement un résultat final beaucoup moins sclérosant, beaucoup moins limitant dans le mouvement. Et comme tu dis, vraiment rester proche des limites fonctionnelles. Alors, il y a l'aspect purement blessure locale. Ouais. Et puis, il y a l'aspect global. C'est-à-dire que quand on a la moitié d'un corps, on peut travailler très 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 fort déjà. Tout à fait. Et donc arrêter quelqu'un qui s'est fait mal au coude alors qu'il pourrait très bien faire du vélo en stationnaire ou tout un tas d'exercices déjà sur les membres inférieurs et continuer sa progression là déjà, ça permettrait un travail déjà central nerveux mais aussi métabolique qui au moins lui ferait pas perdre de temps. Par ailleurs, on a tous les paramètres parallèles sur lesquels on peut travailler aussi. Des trucs qu'on n'a pas le temps de faire, l'équilibre, de la mobilité de la cheville si tu es blessé au coude. Enfin, ouais. on peut tourner autour du pot et continuer à avancer pour du coup faire progresser l'athlète. Puis enfin, comme tu le disais, sur la réathlétisation spécifique de la blessure, ouais. on peut faire beaucoup mieux. Oh oui, tout à fait. Et comme tu dis, c'est souvent très local. Hein? Ça, c'est un autre problème avec si on parle de périodisation en rehab, il y a très, très peu sur la périodisation en rehab versus de la périodisation en entraînement. La périodisation en rehab, c'est très local, c'est basé sur les étapes de guérison de blessures. On oublie le global. Ah ouais. Et qu'est-ce qui arrive? Ça se peut qu'une période d'immobilisation est nécessaire. Si j'ai une fracture, c'est sûr que j'ai besoin d'une certaine période d'immobilisation. Mais on est là à attendre que cette partie-là guérisse alors qu'on sait. Si
je dois être immobilisé et je bouge différemment, mon membre supérieur, ça va impacter la fonction de mon épaule. Je peux très bien travailler sur maintenir cette fonction-là sans impacter l'immobilisation qui est nécessaire au poignet, mettons. Donc, il y a plein d'autres aspects qu'on peut travailler, même en phase très, très aiguë, même en phase d'immobilisation nécessaire, même si on sait que, bon, autant que possible, on veut mobiliser de façon précoce, on veut éviter d'immobiliser longtemps. Bon, en cas de structure, de fracture, ça nécessite une certaine immobilisation, mais il y a tellement de travail à faire autour. Et au même titre que combien de gens que j'ai vus, rupture tendon d'Achille ou blessure à la cheville, qui n'ont jamais travaillé le pied. Mais ils ont marché avec une botte de marche pendant X nombre de semaines. On comprend que là, la fonction du pied est impactée, mais on attend d'enlever la botte pour recommencer à travailler. Il y a toutes sortes d'aspects comme ça qui peuvent être adressés dès le début si on se retire un peu pour regarder un peu plus globalement. Exact. Après, bon, c'est vrai qu'il fallait des codes, il fallait des... C'est toujours pareil, quand c'est la loi des grands nombres. Donc, du coup, on parle des dizaines de milliers de personnes qui vont être opérées chaque année, blessées chaque année. Et donc les chirurgiens, tout en haut du sapin, ils disent, bon, on ne va pas prendre de risques, on va mettre les choses les plus... C'est un nivellement par le bas, quelque part. C'est un nivellement par le bas qui prend en compte la pire des situations. Et la pire des situations en blessure, elle peut être tellement différente de la meilleure, notamment par le parcours du thérapeute / entraîneur, qu'il faut se détacher de ça. Ce dont on ne peut pas se détacher, ce sont les process de restructuration des tissus, des restructurations cellulaires. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Comme tu le disais, il y a une fracture osseuse, on le sait, en fonction de tel ou tel os, ça prend tant de jours. Voilà, c'est clair. Ça, on a des retours terrain, on sait qu'à 3-4 jours près, globalement, il n'y a pas de magie. En revanche, il faut distinguer la blessure mécanique de la blessure motrice. Et sur la reprogrammation motrice, là par contre, on n'est pas tous égaux devant l'adversité. Et le chemin que vous allez prendre, à partir du moment où on n'a plus d'inflammation et où la fragilité est maîtrisée, alors là, ça peut, comme je le disais dans mon exemple de Guillaume tout à l'heure, ça peut aller du simple au centuple. C'est ça le rapport au temps. Ouais. Assez spectaculaire. Et ça prend plus de gens qui veulent faire ça. Tu sais, comme tu disais, les chirurgiens, bon, il faut un peu qu'ils nivellent vers le bas, ils ne prennent pas de chance, ils vont donner les mêmes consignes à la personne sédentaire, la personne de 60 ans, à l'athlète de... Parce que, bon... Ouais, c'est nécessaire. La prescription ne peut qu'être pessimiste. Ouais, le rôle du coach ou du thérapeute, c'est d'être un peu plus optimiste par ses compétences. De vouloir prendre une plus grande place et de vouloir aller un peu plus loin, un peu au-delà du protocolaire et de dire, bon, moi, je vais appliquer une pensée critique pour dire, bon, qu'est-ce que je peux faire, justement, grosso modo, pour maintenir cette personne-là le plus près possible de son seuil de performance, pour m'assurer qu'elle ne va pas perdre son mouvement fondamental au niveau proximal, au niveau distal, selon la blessure. Donc, il y a plein d'opportunités si on choisit d'aller là. Ouais. Et autant au niveau du thérapeute, je peux comprendre qu'on peut avoir une pratique en clinique qui ne nous permet pas de faire ça. Il y a beaucoup de thérapeutes, de kinés, de physio au Canada qui ont une pratique en clinique où est-ce que les patients viennent aux 30 minutes. Et nos physiothérapeutes, d'ailleurs, sont très bons en thérapie manuelle. Et c'est très important, la thérapie manuelle. Mais donc, si je suis dans une pratique où est-ce que j'ai le temps de faire ce qui est ma plus grande compétence à moi de la thérapie manuelle, mais je n'ai pas le temps de créer une structure, je veux avoir des gens qui vont faire ça. C'est pour le bien de mon patient, c'est pour le bien de mon client. C'est un travail d'équipe, hein. C'est une évidence. Mais en même temps, parfois, ces thérapeutes-là sont les mêmes personnes qui s'opposent au fait d'impliquer les entraîneurs dans la rehab. Et je me dis, mais pourquoi? C'est dommage. Si tu t'assures d'avoir l'entraîneur qui a les bonnes connaissances, les bonnes compétences, la pensée critique pour adapter l'entraînement, pour aider le processus de rehab, en quoi c'est ah non, c'est pas son domaine. Ça lui appartient pas. C'est un peu une... Et puis, il y a le paramètre encore psychologique qu'on n'a pas cité, qui est important aussi, hein, parce que quand on s'appuie sur des gens qui connaissent très très bien les athlètes,
bah là aussi, on peut trouver des raccourcis, des chemins plus spécifiques, plus adaptés, parce que on s'adresse à un être humain. Alors, à plus forte raison si on parle de sport de compétition, où on a des gens qui sont particulièrement complexes, hein, et donc qu'il va falloir bien maîtriser pour appréhender de manière spécifique. Si on se résume à ce stade, quelles seraient sans trahir tes formations, quelles seraient tes grandes préconisations pour optimiser cette phase de réathlétisation et cette interaction? Donc évidemment bouger plus qu'on le préconise souvent. En fait, tu veux dire pour pallier à ce qu'on a diagnostiqué ensemble comme problème collectif. Ouais. Bien, évidemment, il y a l'éducation. Mais en termes de les étapes à suivre, peut-être pour tous les gens qui sont impliqués, on sait qu'avec la blessure, avec la douleur, il va y avoir une perturbation au niveau du mouvement fondamental. Donc, plus on peut agir rapidement là-dessus, autant en rehab et d'ailleurs en prévention aussi, plus on va aider notre client, plus on va l'aider à revenir plus rapidement de la blessure à la performance. Moins la personne va être en attente de « Ah, je vais pouvoir recommencer quand je vais être guéri, je vais pouvoir recommencer ». Tu sais, cette attente-là de dire « Bon, mon gradateur est complètement sur off parce que j'ai une blessure, alors que c'est juste, je suis peut-être plus près de protéger et respecter mon processus de guérison et respecter la douleur, mais je dois quand même faire autre chose. Fait que je pense que la première étape pour moi, c'est toujours maintenir et ou restaurer le mouvement fondamental, que ce soit au niveau de l'épaule pour une blessure au membre supérieur, au niveau de la hanche, du complexe lombopelvien pour le membre inférieur. Je pense à aller chercher ces éléments-là dès le début parce que c'est accessible tout de suite. Et plus on commence là-dessus en phase aiguë, bien, mieux ça va aller tout au long du processus. Ouais. Et ça, en plus, la version optimiste, parce qu'à l'inverse, si on ne le fait pas, on peut régresser sur les autres étages à mesure que entraîner vers le bas la blessure des membres sains ou des articulations saines. Oui, oui. Il faut aller au-delà de, encore là, le cheminement typique. J'ai de la thérapie manuelle et j'ai quelques exercices qui sont importants, oui. Nos exercices de rehab classiques, thérapeutiques sont importants. Ils servent on remet pas ça en cause, absolument. Servent à réactiver des muscles qui sont inhibés, etc. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est des exercices qui sont très peu intenses. Ils ne vont pas stimuler une grande adaptation ou augmenter vraiment la tolérance d'un tissu, alors qu'un entraînement structuré peut le faire. Et peut-être que reprendre progressivement les activités de vie quotidienne pour quelqu'un qui est sédentaire, la reprise progressive des activités de vie quotidienne est un stimulus suffisant pour quelqu'un qui est sédentaire. Mais on ne peut pas appliquer le même principe à un athlète récréatif, élite, où ça ne fonctionnera pas de façon optimale. Et d'ailleurs, même un athlète, même un client sédentaire, d'ailleurs, entre un sédentaire ancien sportif qui a pratiqué par le passé et qui depuis 10 ans ne fait plus rien et quelqu'un qui n'a jamais été sportif, là aussi, on voit des différences puisqu'on parle vraiment de mouvement et de capacité motrice, on voit des différences spectaculaires de gens qui sont totalement déstructurés par ailleurs et qui en plus ont peu d'armes pour vaincre la blessure. Comparé à des gens qui sont capables de se mettre correctement accroupis déjà par défaut, quand bien même ne seraient-ils pas sportifs, de toucher leurs orteils par défaut, quand bien même ne seraient-ils pas sportifs. Donc c'est vrai que il faut arriver à se... C'est là l'expertise en fait. C'est la capacité à se détacher de ces préconisations, encore une fois pessimistes, pour maintenir les gens de manière optimiste dans leur zone, le plus proche possible de leur zone d'efficacité. C'est super intéressant. C'est un art, c'est la beauté de notre domaine, je pense. Autant pour un kiné, un physio au Canada, autant pour un coach, un entraîneur. C'est d'analyser, de réfléchir à comment je vais modifier un peu mon plan pour respecter telle et telle chose. Pour moi, c'est ce que je trouve le plus plaisant à faire de la réathlétisation. Moi-même, je me suis déjà blessée dans le passé, évidemment. Et la dernière chose que je voulais faire, c'est arrêter
de m'entraîner et je trouvais ça plutôt plaisant de trouver les moyens, comment je vais faire pour immobiliser mon épaule gauche, travailler quand même, tu sais, c'est super intéressant, c'est comme, OK, bien, ça m'apporte à réfléchir. Donc, tu sais, c'est un processus qui peut être hyper stimulant, hyper intéressant. Donc, je vois pas, évidemment, mon opinion est peut-être un peu biaisée, mais je vois pas je vois pas de négatif à faire ça, autant pour le patient, le client, que pour la personne qui s'intéresse à le faire, peu importe son champ de pratique, là, à l'intérieur de son champ de pratique. Super, merci pour ces mots enthousiasmants et cette bonne énergie. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut insuffler dans la réathlétisation et la réhabilitation fonctionnelle. Quand quelqu'un se blesse, c'est exactement avec cette énergie-là qu'il faut aborder le truc. Et la méthode, du coup, assez logiquement, en découle. Vous pouvez suivre May sur les réseaux sociaux, je vous le disais en introduction. Elle est très active sur Instagram, très active sur YouTube aussi, May Rehab You. Merci d'être venu. On va approfondir dans d'autres épisodes, j'espère, ces thématiques-là. Vous savez que nous sommes digitalisés par transfert et que vous pouvez retrouver encore beaucoup de formations sur 3PS et sur le e-campus. Vous nous écoutez peut-être sur toutes les plateformes de streaming. Vous nous regardez peut-être sur YouTube ou en version enrichie sur mon site, ou peut-être même celui de May. En tout cas, merci de votre fidélité et à bientôt pour d'autres épisodes. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.